Senpai Cinéma. Bonjour à tous, bienvenue à Senpai Cinéma. Euh, Épisode 1, on review des films. Aujourd'hui, on couvre quoi, Pascal? On va couvrir un film que je t'avais parlé quand même assez récemment, je pense, Ouais. mais que c'est un film que j'avais envie de revoir, un film qui m'a obsédé pendant longtemps. Puis là, il y a le Director's Cut qui était sorti en Blu-ray récemment, donc c'était une occasion de revoir le film. C'est un film qui s'appelle, un film de Japon, 1995, qui s'appelle Gonin. Ouais. Gonin veut dire genre les cinq. Ouais, ben le Go, ça veut dire 5, puis Nin, ça va être le suffixe qu'on va rajouter pour dire personne. Puis en plus, c'est le fun parce que ça fait penser un peu à Ronin qu'on connaît. Puis je fait que c'est ça, les 5 serait une traduction. C'est Excuse-moi. un film de Takeshi Ishii. Yep. Takeshi Ishii, c'est un mangaka, je crois qu'on dit. Euh, Mangaka. Mangaka, ouais, c'est ça, mangaka. Fait que, bref, lui, il a commencé comme dessinateur de manga érotique dans les années 70. Ah ouais, fait ses études de cinéma, je pense. Là, je vais de mémoire, là, je pourrais lire quelque chose, mais ça me tente pas. J'aime ça tester ma mémoire, ça prévient l'Alzheimer, ça a l'air. Donc, fait que c'est ça, c'est un réalisateur, puis là, il a écrit plusieurs. Ça, il écrivait des mangas pour adultes. Érotique, là. Puis là, il a fait des. Où il a commencé après ça à. Bon, il paraît qu'on. Moi, j'ai pas lu ces mangas. Je sais pas si ça se trouve, là. C'est quand même assez dur, je pense, de trouver ce genre de culture-là, surtout érotique 70 traduit, j'imagine. Ça supposément que ses dessins, c'est ça, malgré que c'est des mangas érotiques, donc ça deal avec beaucoup de viol et tout, donc c'est assez controversé, on s'entend. Mais il y avait un travail très. On remarquait un style très cinématographique, supposément, dans la manière de ses dessins. Donc, ensuite, il s'est mis à écrire des scénarios pour le cinéma, puis qui est adapté par d'autres. Il a écrit beaucoup, dont une série qui s'appelait les Angel Guts, avec un personnage féminin qui s'appelait Nanny, toujours le même personnage qui s'appelait Nanny, mais joué par d'autres. C'était d'autres personnages différents, mais toujours avec le même nom. Ok. Donc, c'est ça, c'est à travers une série de films érotiques euh, les Pinku, là, les films roses, on peut Ouais. dire. Guiga, en tout cas, il y a plusieurs révélations pour dire ces films-là, parce que c'est un mouvement quand même très populaire fin des années 70, toutes les années 70. Beaucoup de cinéastes super connus ont commencé dans les Pinku, parce que finalement, c'était comme une bonne étude de cinéma. Il y en a qui faisaient du cinéma genre subversif, transgressif à travers ces films-là. Il y en a d'autres qui c'était juste un prétexte à faire vraiment des films érotiques. D'autres qui mélangeaient des éléments de policiers dedans, avec des gangsters, tout. Bref, en tout cas, ça a été très, très, très populaire. Puis ces Ouais. films-là sont beaux à regarder visuellement, tout tourné en scope, la plupart. Des films courts aussi, contrairement aux films d'aujourd'hui. Des films qui duraient en moyenne 67 à 80 minutes, à peu près, pas plus que ça. Ah Donc, ouais. lui, il a commencé avec ça. Puis tranquillement, il s'est mis à réaliser des films. Ensuite, il est passé à la réalisation. Donc, il a réalisé ses films, puis il a fait des films de. Gonin était vraiment son premier. Après avoir fait des films, il y a beaucoup l'esthétique film noir dans ses films, d'ailleurs. Ah. Ben, je regarde rapidement, c'est des splash pages qu'il a fait, puis ça a l'air de quelqu'un qui fait, tu sais, il y a beaucoup de photos-références de ce que je vois dans ce qu'il fait. Puis, je sais pas s'il voulait faire du cinéma, mais ses bandes dessinées ont un style storyboard plus Ouais. que bande dessinée, surtout comme mangaka. Mais c'est cool parce qu'au moins, il a au moins réussi à percer avec, dans le monde du cinéma puis pour nous donner au moins un très bon film, là. Et Gonin, ben, c'est ça, en 95, qui réunissait Pete Takeshi Kitano, qui était un humoriste qui est devenu un réalisateur super célèbre et tout, qui a remporté plein de prix un peu partout, Cannes et compagnie, donc qui tourne encore aujourd'hui. Mais bref, il jouait comme acteur dans le film, un second rôle, on y reviendra. Mais moi, j'avais découvert Beat Takeshi avec Sonatine au Festival du Nouveau Cinéma qui s'appelait un autre nom à l'époque, mais c'est
C'était le même festival. En 93 ou 94, il y avait peut-être le décalage. Dans ce temps-là, les films, vraiment, il pouvait avoir 1 an, 2 ans de décalage avant qu'on puisse les trouver. Fait que, bref, pas comme 3 semaines aujourd'hui qu'on les trouve en streaming. Mais fait que c'est ça. Donc, j'avais vu Sonatine, que aussi j'avais entendu parler dans des revues françaises encore. Puis j'avais capoté sur ce film-là, qui est un film de Yakuza complètement, un mélange de film d'auteur aussi, puis film de Yakuza, donc ça m'avait flabbergasté. Puis donc j'avais envie de voir d'autres films. Puis là, on m'avait parlé de ce film-là, Gonen, de ce réalisateur-là. Donc, comment j'ai réussi à trouver le film avant de revenir au synopsis, parce que c'est fou, là, parce que c'était les débuts d'Internet aussi, ça a pris. Ce film-là date de 95. Le temps après ça, je pense que j'ai acheté ce film-là en 98 OK. par un crosseur qui s'appelait Thomas Weiser, qui était marié, c'était un gars de Miami. Il y avait une compagnie qui s'appelait Video Search of Miami. Tu peux acheter ses VHS là-bas. Lui, il était marié puis il avait écrit des ouvrages. Il écrivait, en tout cas, des ouvrages sur le cinéma asiatique et le cinéma Hong Kong et japonais. Puis il était marié avec une japonaise. Donc, il faisait des sous-titres des films japonais. Fait que moi, j'étais sûr que genre, j'achetais en VHS un pre-record. Puis c'est genre avec une copie officielle. Ben non, j'ai payé comme 25$ US pour me ramasser avec un bootleg, ben avec des sous-titres qui avaient de l'allure parce que c'était femme. Je pense pas que tu es la seule personne à avoir acheté des DVD ou des Ah, ça, les VHS VHS. bootleg. C'était 25$ US le VHS. Là. Juste pour vous Ah, dire. Le pire, c'est que moi, tu sais, s'il partait au moins de l'original Fun Copy, mais non, le crosseur, il mettait comme 3 films en SP, en SLP. Puis là, comme ça, il pouvait genre pas utiliser son master. Fait que là, il partait. Fait que quand tu achetais un film, tu veux voir, parce que j'en ai acheté 10 pour avoir un rabais. Genre, au début, il y avait comme 10 films facilement. J'avais trouvé qu'il fallait que j'achète un film indonésien, whatever, je me souviens plus les titres. Mais il y avait entre autres, je faisais la commande pour Gonin que je voulais absolument avoir et que je ne trouvais pas nulle part parce qu'il n'existait pas ou whatever. Mais il existait au Japon, mais il n'y avait pas de ouais. au Japon. Fait que j'avais pas je ne pouvais pas aller au Japon non plus. Donc voilà, fait que j'avais acheté Gonin. Puis c'est ça. Fait que je me suis ramassé avec une copie dégueulasse parce que tu voyais à la fin, tu avais l'autre film qui partait après. Fait que tu voyais que le gars, il n'y avait même pas d'effort de faire un code comme il faut. Fait que bref, ben, Gonin, il durait pas loin de 2 heures, fait que ça paraissait pas, mais les autres films, en tout cas. Fait que j'avais vu le film, je l'ai fait découvrir à plein de monde à l'époque. Et moi, je tripais bien raide, même si la copie était, ben, était correcte, là, tu sais, je veux dire. C'était regardable et tout, mais rien de comparable à ce que ça se trouve aujourd'hui. Donc voilà, fait que Non, le Director's Cut en Blu-ray, c'est une addition à l'histoire du cinéma qui est la bienvenue. ouais, c'est ça. Ben, des fois, ça ajoute rien, mais dans ce film-là, c'est important ce qu'il y a. Fait que si on peut y aller avec le synopsis un peu, si tu veux. Oui, oui, oui. J'ai ici, là, si tu veux, j'ai des notes. Ben, moi, je vais juste mettre un setting. Comme tu disais, c'est un film qui a été tourné fin 90, dans la deuxième moitié des années 90, qui est très représentatif de cette époque-là, dans le sens que je trouve qu'il dépeint le Japon magnifiquement, le Japon noir, le Japon sale de rue. Je sais que c'est pas nécessairement ça le Tokyo complet, mais il capture l'essence du désespoir quand que la bulle économique des années 90, la bulle Internet, puis en même temps qui est arrivé un peu après, mais déjà l'économie du Japon qu'on voyait comme un gros marché international d'investissement, soudainement, c'était plus le cas. Puis c'est cette petite période de temps-là, d'un milieu urbain où c'est que l'argent est super important, mais qu'on ne sait pas trop où comment aller la chercher, le désespoir de la famille en banlieue, je pense qu'il a capturé ça avec un bon moment. Ouais. Fait que, comme le titre l'indique, les cinq, fait que ça va être comme 5 personnages qui vont s'allier pour faire un. Mais bref, on s'intéresse aux 5. Il prend le temps de façon quand même assez singulière ou inhabituelle de nous introduire les personnages. Sont tous, Ils sont tous très, très différents. sont tous quirky à leur propre façon, sont mémorables, tous les uns plus que les autres.
Ça commence même, puis en tout cas, ça commence même par un flashback aussi. Fait que le film s'ouvre sur une espèce de, ben, pas un flashback, un espèce de rêve prémonitoire, qui finalement se retrouve être un flashback. Tu vas le rencontrer plus tard. Ouais. Bref, il y a un personnage principal que c'est lui qu'au début il saute. Il s'appelle Bandai. C'est un ancien chanteur à succès qui est genre un patron maintenant de discothèque qui semble avoir des dettes avec la mafia. Ben, la mafia, c'est les Yakuza au Japon. Ouais. Le crime organisé. Il, il y avait le bar. C'est un ancien beau bonhomme, ancien chanteur que tout allait bien. Il a construit comme le hotspot à Tokyo. Puis à cette heure, les seules personnes qui se pointent dans son bar font fuir la clientèle qui pourrait être là, mais le bar est vide, c'est juste les Yakuza qui foutent la merde. Puis en plus, Lord doit une somme d'argent un petit peu trop élevée pour que ce qui rentre dans son compte. Ouais, c'est ça. Fait que ça va pas très bien. On le voit au début, c'est ça. Il rencontre un espèce de salaryman genre, qui l'attaque. En tout cas, il est pas content, genre, parce qu'il pratique au Son, baseball. ouais, Il son pratique au baseball. cellulaire sonne, puis là, comme il menace avec son L'autre, bat ça de le baseball, l'autre, là. ça le dérange. Il dit, vas-tu répondre à ton maudit cellulaire? Je peux pas me concentrer sur les tirs automatiques, là, tu frappes les balles de baseball. Fait que c'est ça. Fait que c'est un peu bizarre, là, c'est une espèce de bonhomme qu'il rencontre. Fait que lui, il le ramène au bar. Puis là, c'est là qu'on voit l'espèce de background que la discothèque est entourée de gangs de Yakuza. Puis ça vire un peu mal. Il y a comme un peu un baston. Puis là, mais il va rencontrer un personnage qui reconnaît dans son espèce de rêve prémonitoire Bref, c'est ça. Fait que là, il va le rencontrer, il va le ramener chez eux. Il y a une espèce d'ambivalence de regard, un peu de séduction entre les deux, mais lui, il dit qu'il fait juste ça il pose des questions un peu à espèce de. Ouais, c'est comme. Ah, c'est-tu gay? Parce que lui, il fait juste ça pour l'argent, pour attirer les vieux bonhommes Oh, ouais, ils riches. sont dans un merveilleux condo avec vue sur la mer. Puis il dit non, non, je suis pas gay pour de vrai, je fais juste faire ça pour attirer les hommes qui ont de l'argent, puis après ça, les blackmailer. Puis en disant ça, il se dévêtit tranquillement en lui demandant est où la douche? La scène coupe pas longtemps après. Oui, c'est quand même assez aussi un peu inconfortable parce que, ben, bref. On voit la perspective de l'acteur principal. On ne sait pas trop ses désirs ou whatever. Fait que, bref, c'est ça. Fait que, il va recruter. Là, il va aller finalement. On va retourner dans la scène. On ne vous raconte pas tous les détails du film, là, mais juste pour les personnages, parce que là, il va rencontrer le personnage de Jimmy, qui est une espèce d'ancien boxeur proxénète là, qui était avec et lui aussi, il veut payer son visa pour sa prostituée thaïlandaise. Là. Fait lui aussi, il a des problèmes avec des Yakuza. Fait que bref, il Ouais, est dans l'espèce de quartier de QG, un peu des ouais. Yakuza. Là. Un QG qui n'a rien à voir avec les QG qu'on voit normalement. Là. Ça, on dirait que c'est comme un endroit abandonné, il n'y a quasiment rien. On sait qu'il y a un coffre, là, on sait. Ouais. Mais pour revenir à Jimmy, je pense que il y a des connexions avec des Yakuza. C'est un ancien boxeur. Il a clairement travaillé et travaille encore pour les Yakuza. Mais tu vois il y a aucun respect pour la gang qui est là. Il le traite comme le concierge de service, là. Oui, je sais. Puis il est magané, donc il s'est battu. Puis tu vois l'espèce de bref instant que Jimmy sait se battre. C'est genre l'espèce d'instinct qui sont encore là, même s'il est un peu amoché. Ouais, ouais, il est pété bien raide, mais il réussit à en amener trois avec lui, là. C'est ça. Puis aussi la scène, en tout cas, on reviendra sur la mise en scène de Takeshi, mais c'est une espèce de petite baston, mais pas filmé de façon qu'on est habitué de filmer. Fait que bref, puis là, il y a un autre personnage qu'on entend parler. C'est Mitsuya, finalement, le gigolo, là, qui est une espèce un ancien flic devenu toxicomane parce que genre, il est copé d'une peine de prison pour corruption. Puis là, ça va pas très bien. Lui, On va chercher lui parce que Bandai il le connaissait, étant donné qu'il est un ancien flic. Donc, il va le chercher comme dernier. Ben, il veut lui demander, évidemment,
Kaname est un peu. Il répond pas, là. Même si l'autre fait sa proposition, il pense qu'il est comme parti, mais finalement, il écoutait comme sur le Mais bord de c'est de toute la gang, je pense que c'est lui qui a l'air le plus compétent. Alors, c'est comme tout les restants, ils font comme OK, on a besoin de l'argent, let's go, on va faire ce qu'il y a à faire. Le, mais le Kaname, c'est l'ex-policier. Il y a une dent contre les Yakuza. Puis des cinq, c'est lui. Lui sait aussi qu'est-ce qui devrait être fait, puis dans quel ordre. Les autres, un petit peu moins. Non, c'est ça. Surtout le salaryman qui est encore là avec son bat de baseball. Puis Ah, lui, c'est le. Tu sais, il présente comme quelqu'un de psychotique, ouais, puis qui est quand il rencontre Bandai, Salaryman, il y a un breakdown, l'autre fait comme OK, pas de trouble, man, t'es chill, let's go, t'as-tu besoin d'un livre? Puis l'autre fait comme Ah ouais, mais tu veux-tu m'engager? Puis là, mon CV, tu fais comme OK, c'est peut-être qu'il fait juste passer une mauvaise nuit. Puis ouais, plus le film avance, sa psychose est de plus en plus transparente jusqu'au breaking point. Puis ouais. c'est un des personnages que qui m'a toujours gardé mon attention tout le long du film. Oui, parce que, ben, en fait, les cinq, peut-être celui le plus terre à terre, si on peut dire, de personnage, c'est peut-être le flic qui est devenu un peu toxicomane, là. Fait que c'est peut-être lui qui peut-être qui est le personnage le plus normal, mettons. Ben, Bandai, je trouve que Le Bandai, c'est toutes ses émotions sont toutes repressed, sont toutes refoulées. ouais, ben, je trouve qu'il agit comme un excellent avatar pour l'audience, dans le sens que euh, dans ce monde de merde-là, c'est la personne la plus valeureuse qui pense un petit peu à ses compatriotes une fois de temps en temps. C'est lui qui donne un lift, c'est lui qui dit non, on le tue pas. Tu sais, c'est. Ouais, ça, ouais. Mais ouais. Fait que, bref, c'est ça. Fait que, il organise c'est un film avec la version originale, c'est à 109 minutes. Le director's cut, je pense, dure 122 minutes avec le générique. Puis, je pense que le vol arrive à peu près à 50e minute. Ouais. Donc, tout ça pour vous dire que s'il y a plein d'éléments, il y a plein de scènes, mais on prend son temps, tu sais. Puis Ouais. aussi, Ishii, il filme aussi de façon différente. Il va chercher les cadrages, il va utiliser beaucoup l'espèce d'espace dans le. Tu l'as dans le plus bel exemple est probablement dans la séquence où c'est qu'il est dans son espèce d'appartement luxueux sur le bord de la mer. Puis c'est que tous les plans sont super méticuleux. Puis il va apparaître dans le coin quand l'autre il va faire sa scène de séduction, que tu vas le voir juste ses fesses, puis se diriger dans la chose. Puis c'est Ben, comme un. moi, ce que j'aime, c'est il construit tellement bien des scènes qu'il réussit à faire du foreshadowing de comme il y a de quoi de vraiment grave qui va arriver juste en te montrant un char blanc dans un stationnement vide à plusieurs reprises. Les scènes sont nocturnes. Il n'y a aucun soleil à l'horizon, quoi que ce soit, même avant le vol qui va mal tourner, évidemment, parce que c'est un ice movie, puis c'est un film de gangster nihiliste. Mais c'est ça. Mais tu sais, il n'y a rien qui laisse. Puis c'est ça, on sait on s'en va quelque part dans une espèce de crèche de truc infernal un peu, là. Ouais. Fait que là, si, juste pour vulgariser où est-ce qu'on est rendu à peu près dans le film, c'est cinq personnes qui sont vraiment pas amis, qui ont pas nécessairement le skill set pour s'attaquer ou voler des Yakuza, sauf peut-être un policier. Qui a- Puis les cinq décident d'aller voler les Yakuza du district local avec le meilleur de leurs compétences. C'est-à-dire une cagoule, puis genre deux, trois gars. C'est tout. Ouais, ouais. Puis juste vous donner une idée, là. Une vanne pour se sauver rapidement. Ouais, ouais, une vanne pour se sauver, puis leur gros plan pour réussir à passer à la sécurité, c'est leur inside man, c'est Jimmy que personne respecte. Fait que étape un, Jimmy sonne à la porte, puis le doorman fait que non, t'as pas d'affaires ici, tu retournes chez vous, Calis. Et ça va de mal en pire pour le restant du film. Après ça, en fait, le film prend complètement une nouvelle tournure, même dans le genre que ça va mal, qu'on sait qu'il va y avoir des représailles.
le film réussit à nous surprendre de ce il nous amène pas pantoute, ou c'est que. Ah non, vraiment pas. Ils continuent à Et là, explorer chacun des 5 personnages. Puis pour renchérir à ce qu'on parlait de ses plans de vue, il réussit pas juste à faire des beaux plans de vue, mais il exploite beaucoup des lieux différents. Comme j'arrête pas de parler de mon monsieur en banlieue. Il y a quand tu as une scène romantique sur des bateaux, puis il s'amuse à se promener de bateau en bateau pour comme créer un aspect de candeur à- qui est probablement le, le seul beau moment au presque du film entre deux hommes. Puis, bien sûr, t'as le merveilleux condo, appartement, t'as le nightclub, les différents lieux, l'éclairage, il récupère même à plusieurs reprises la place où c'est qu'ils s'entraînent à battre des balles, le backstage, le front stage, le sous-sol désaffecté pour torturer. Tout est différent, bien tourné, bien éclairé, puis on sait toujours ce qui se passe, puis on a toujours peur de ce qui va se passer. ouais, c'est ça qui est intéressant, je pense, parce que vu qu'il nous a amené les personnages, il nous les a montrés un peu dans leur côté vraiment. Tu sais, il essaie pas de forcer la sympathie ou quoi. Il présente 5 personnages un peu weird, un peu quirky, comme tu disais. Puis c'est à toi le spectateur de t'identifier ou pas ce qui va arriver au personnage après. Parce Ah, qu'on sait, je le répète, on est dans un film de gangster nihiliste, donc c'est pas nécessairement des bonnes choses qui vont leur arriver par la suite. non, on s'identifie pas nécessairement aux personnages, mais sont assez intrigants qu'on veut en apprendre plus à leur sujet. Ouais, c'est ça. Donc, puis c'est là qu'on introduit, il arrive à 1h03 exactement, c'est Takeshi qui arrive avec son partner. Puis Takeshi qui a comme l'œil gauche, je pense, l'œil gauche qui est comme Ouais, comme un bandage sur l'œil gauche. D'ailleurs, c'est un vrai bandage parce que juste avant le tournage du film, il a pogné un grave accident d'automobile, pas d'automobile, de motocyclette, qui l'a paralysé pendant un bout de temps. D'ailleurs, il y a encore une partie du visage un peu paralysée, là. le wiki dit Jamais vraiment, que il s'est jamais vraiment remis de son accident. il aurait aimé ça tourner sans le bandage, mais il continue à avoir du fluide qui sortait de l'orifice, fait que le bandage est resté. Fait que ça Puis, rend encore le personnage un peu plus. Il parle pas beaucoup. La seule fois qu'il va parler, en fait, la première fois qu'on le voit, c'est qu'il y a comme quelqu'un qui est là, qui a comme du trouble aussi avec des Yakuza, puis finalement, il va se lever, puis lui et son partner, ils vont le canarder d'à peu près 10 balles, puis le personnage va tomber. Là, c'est là que ouais, ben, il y a son sidekick qui est là pour l'aider. C'est 2 assassins que les Yakuza engagent pour essayer de retrouver ce qui s'est passé, l'argent qui a été volé. Les gangsters, ils savent pas trop c'est qui au début, mais ils reconnaissent les yeux à travers la cagoule du policier. Puis le head Ouais. gangster le reconnaît, puis en checkant les photos, puis il reconnaît ses yeux, puis c'est que à partir de là, ils vont tenter de faire l'association pour voir c'était qui a participé exactement. Ouais, puis il y a le fuck aussi avec Jimmy, puis Ouais, mais là, c'est ça qui est intéressant. Dans le Director's Cut, on voit une scène qu'il n'y avait pas dans la version originale. C'est tout le background avec Jimmy et sa c'est avec sa prostituée, puis tout le fait quand elle perd son visa, puis aussi jusqu'à ce qu'il se fasse enlever juste au moment où il allait partir dans le train. Ça, tu ben, l'as. le, techniquement, c'est que l'idée, c'est que les Yakuza capturent des personnes, des jeunes femmes asiatiques de d'autres pays, les font rentrer, prennent leur visa. Comme ça, ils peuvent pas quitter le pays jusqu'à temps qu'ils aient remboursé leur dette. Fait que puis Jimmy est en amour avec quelqu'un qui, dans cette situation-là, essaye de l'aider avec ses capacités un peu réduites. Donc, c'est ça. Fait que là, ça, c'est la première scène qui était omise dans la version cinéma, la version qui était sortie. Donc, c'est plus le gros flashback avec la fille jusqu'à l'enlèvement. Puis là, bon, fait que là, je ne sais pas si on veut révéler tout le reste du film ou whatever. Non, 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 on peut. Ben, moi, je pense mon high point, c'est vraiment
tu me dis que ça faisait partie du director Scott, fait que j'insiste, le director Scott mérite d'être écouté, mais c'est toute la scène quand que notre ami Salaryman s'en va retrouver sa belle famille heureuse, parce que tout le long, il est constamment, il appelle, il donne des updates, il est pogné à Tokyo, faut qu'il retourne éventuellement dans En fait, on sa petite entend maison en toujours banlieue. parler, on n'entend jamais s'il y a quelqu'un à l'autre bout du Non, fil. non, il fait juste parler au cellulaire, puis le Ah, payoff de quand lui qui s'en va, puis qu'il a son cash, puis comme sa vie va être belle, puis tu vois ce qui se passe, c'est magnifique. Si on en retourne aux deux assassins qui ont été engagés, euh, l'assassin principal, il y a un peu un vibe beaucoup plus réussi que dans No Country for Old Men. C'est le vieux bonhomme, c'est une force que tu ne peux pas ignorer. C'est le gars qui rentre dans le bureau des Yakuza puis dit euh, tu vas payer de l'assurance vie à mon sidekick. Et- Ils te le vendent comme quelqu'un de dangereux, de profondément horrible. Puis, d'un point de vue de construction de scénario, de dialogue, c'est que c'est un personnage, je pense que tu l'as dit, qui parle pas beaucoup, qui est très silencieux. Fait qu'ils ont fait une dynamique volontaire un peu comme Batman puis Robin, sauf vraiment pas des héros, que les choses dégueulasses à dire sont véhiculées par ou subies par son sidekick. ouais. C'est, Sidekick qui joue toujours avec un espèce de petit objet sexuel un peu. Donc, ça explique peut-être l'espèce de dynamique aussi, encore le sous-texte homo-érotique entre lui et son sidekick et Bandai qu'on avait avec Mitsuya au début du film. ouais, ouais. Ce qui est quand même assez inhabituel, on s'entend en 95, de parler d'homosexualité et de trucs dans les Ouais, films non, c'est vrai que c'est quand même. la, Moi, en tout cas, j'avais pas vraiment vu ça, là. Il y avait, oui, sûrement d'autres exemples. non, c'est drôle parce que c'est ça, Il c'est y un avait le film film Tabou de Nagisa ouais, aussi sur l'homosexualité dans la période de Shogunot, ouais. mais ça a été fait après aussi, c'était sorti. Fait que ça aussi, ça avait même subi de la controverse aussi. Mais non, je trouvais ça le fun parce que justement, là, c'est à peu, c'est à peu près au bout où ce que, encore aux États-Unis, si tu faisais un film où c'est qu'il y avait tout plein d'hommes, puis que c'était très masculin, puis même pratiquement beaucoup de masculinité, il y avait toujours une femme pour dire comme, non, non, c'est correct. Ouais. C'est un film straight. Vous pouvez payer votre billet de cinéma. Tout le monde est straight dans notre film. Puis à peu près à ce même moment-là, Conan est sorti puis En fait, aux États, quand on parlait de l'homosexualité à cette époque-là, c'est pour parler de sida. Puis le film avec Eric Roberts, que je pense qu'il date de la période de choses. Puis c'est une personnalité super connue. Le film, c'est It's My Party. C'est un ouais. film qui parlait d'un gars qui apprend qu'il a le sida, mais qui était connu de toute l'industrie de Hollywood. Puis ça rend que tout le monde le connaissait dans le milieu. Fait que bref, Hollywood, quand on parlait d'homosexualité, c'est pour parler de maladie, parler de choses. Ouais, ouais. Philadelphie, un autre exemple aussi en filigrane. Fait que voilà, donc ça c'est intéressant parce que le côté homo-érotique, on le retrouvait dans le cinéma asiatique d'Hong Kong de John Woo, mais c'était pas aussi genre c'était pas aussi ambigu, mettons. C'était là, mais c'était plus en termes de camaraderie qu'on va s'aider, puis que si la femme est là, mais pour montrer que genre il y a une famille, comme tu disais, Ouais, elle est ouais. là, c'est pour nous rassurer, si on peut dire. Ouais, ouais, c'est ça. Alors, Tango et Cash sont straight. OK, là? fait que, ben oui, il couche même avec la blonde de Stallone. Avec la sœur de Ah, la Stallone. sœur de Stallone. C'est Actress. Kurt Russell peut porter des robes, mais à la fin du film, il est en couple avec une femme. Aujourd'hui, c'est plus vraiment une réflexion qu'on a aujourd'hui avec la société qu'on vit aujourd'hui, mais à l'époque, c'était quand même différent. Puis surtout dans une société comme le Japon, ça pouvait peut-être un peu choquer. Ben, moi, ce que j'aime, c'est que on parle beaucoup d'inclusivité récemment, là, puis souvent, il y a eu, je pense qu'il y a eu beaucoup de problèmes, que ils parlent d'inclusivité, mais quand vient le temps de l'inclure dans un film, dans une série télé, c'est pas fait de façon organique ou c'est pas bien tissé, c'est vraiment juste, ils vont,
ils vont pogner un film, puis ils vont juste pogner comme du duct tape ou une broche, puis ils vont greffer une scène de plus par-dessus. C'est fait tellement maladroitement que, que tu fasses partie ou non que C'est maladroit, c'est maladroit, c'est tout cas. c'est in your face pour te bloguer, puis Ouais, ça ouais. n'a aucune logique souvent avec les personnages ou avec l'action du film. C'est juste C'est. quand Non, on il va parlera pas sortir. de politique à Senpai Cinéma, pas trop trop, hein. Bref, la deuxième partie du film est vraiment, ben, je trouve moi la première partie awesome, mais la deuxième partie, c'est d'un nihilisme vraiment assez deep, assez dark, là. On est vraiment dans le néo-noir, dans le noir, dans le sens le plus dark possible. Ouais, ouais. Puis, tu sais, je pense Puis, qu'on peut, sans rien gâcher, on ouais, peut dire que il y a beaucoup de foreshadowing pour dire que le dernier, le dernier acte, en grande partie, c'est dans le bunker des Yakuza que ça se passe. Puis la pluie, encore une fois, l'éclairage, ça se passe la nuit, l'interactivité avec les deux personnages qui étaient constamment en tension puis qui sont obligés de s'aider dans le dernier tiers, tout est super bien tourné en conclusion, là. J'ai vraiment aimé ça. il y a beaucoup d'émotions qui se dégagent du film. Ah ouais. Tu peux pas rester insensible à la scène de la salle de bain dans l'espèce de gare d'attente, là. C'est la scène. Puis aussi, la musique aussi. L'espèce de musique mélancolique qui revient, la petite tonne de piano là-dedans qui est super bien utilisée. Moi, j'aime ça quand on ne veut pas me forcer nécessairement à avoir des émotions, mais quand on l'utilise, puis qu'après ça, la musique entre après la scène ou en même temps que la scène, ça, c'est vraiment de façon intéressante. Tu n'as pas la musique qui nous dit que là, attention, il va y avoir une scène émotive, donc on veut te faire pleurer. La musique va rentrer par-dessus, puis c'est magnifique. Il y a une façon de construire une scène, il y a une différence entre un directeur qui pointe du doigt pratiquement au milieu de son film, fait comme pleure là, là. Tu vois-tu, là, là, faut que tu pleures parce que je te dis à toi qui est en train d'écouter mon film comment écouter mon film. Puis il y a l'autre qui est juste comme, regarde, ça, c'est ce que j'essaie de véhiculer comme message. Prends-les pas, je préférais que tu le prennes. Puis Gonen est une approche un petit peu plus Ouais. libre de son audience, on va dire. C'est pas juste non plus la deuxième partie. Oui, on tombe un peu plus dans l'action ou quoi, mais il y a encore beaucoup de révélations de personnages. Autant le flic qu'on avait moins vu, là, on va le voir, son background, pourquoi il a perdu sa femme avec sa fille, sa femme handicapée, lui, l'alcool, puis tout. C'est super bien amené aussi. Puis, ouais. Ah ouais. Tu le vois que il faut qu'il sauve, puis justement, il faut qu'il sauve, puis en même temps, il y a le handicap de sa femme, puis C'est révélé subtilement parce qu'on la voit juste quand elle va aux toilettes. Avant ça, tu ne sais pas qu'elle a cet handicap-là. C'est des films intelligents. oui, oui, c'est show don't tell. Il te présente ça, tout est bien framé. Puis justement, tu vas voir une femme de dos qui s'occupe de son enfant. Ce qui essaie de te raconter, c'est que elle regarde, elle a un handicap, il essaie pas de te montrer sa belle paire de fesses, là. C'est pas Même comme. si le réalisateur tournait des films érotiques, ça va y aller. Fait que, moi, en tout cas, déjà à l'époque, j'étais fasciné par ce film-là. Je l'aimais beaucoup. Puis là, je pense que ça faisait vraiment longtemps que je ne l'avais pas vu. Mais je pense que je ne l'avais pas vu. Je l'avais peut-être vu en DVD après. Une fois, peut-être le DVD japonais qui était sorti, là, ou quelconque version asiatique qui était disponible. Mais ça faisait un bon 20 ans que je ne l'avais pas vu. Puis je suis content d'avoir choisi ce film-là, puis de te l'avoir fait découvrir. C'est un film que je pense que c'est un des meilleurs films, je pense. C'est peut-être un des meilleurs films genre polar, néo-noir, le moins underrated, on peut dire, là, under the radar, on peut dire, là, genre qui mériterait vraiment de devenir un cult classique. Ouais. Ceux qui l'ont vu ou si vous checkez des reviews sur Letterboxd ou quoi, la plupart des gens trouvent ce film-là extraordinaire. Mais la plupart aussi le déplorent que le film a été mal distribué, quoi. C'est sûr que la distribution en 95 était différente aussi. Tu sais, je comprends que présentement, Disney Plus achètera probablement pas les droits de distribution pour ce film-là. Même le Director Scott, ça fit pas super bien avec le brand de Netflix. Euh, je pense qu'on spoilera rien en disant il y a eu deux autres films qui couvrent la saga. C'est pas des suites directes, mais t'as eu un Gone in 2, puis
t'as un troisième film qui s'appelle, je pense, Gonan Saga. Une Puis, saga qui vient faire un peu un lien. Le deuxième film, en fait, il y a des liens. On va en reparler parce que ça va être le film qu'on va reparler dans l'épisode 2. Mais si on revient à la scène de tu parlais tantôt, on s'aventurait un peu parce qu'il faut quand même parler d'une il y a une longue séquence qui dure 12 minutes, très, très éprouvante. Je pense dans la version cinéma, elle durait peut-être 4 minutes, puis là, elle est vraiment extended au bout. Là. C'est quand le Cyberman revient chez lui à domicile. Là, on tombe presque dans le slasher quasiment Yakuza. oh, ben, moi, je compare ce film-là, c'est Slasher, que, mais pas slasher hors champ. ouais, ben, ce que j'aime, c'est qu'il traite ça, puis bien sûr, la scène de torture. Euh, le monde, quand je parle du film, vont automatiquement me parler de Takashi Miike. Comme c'est le point de référence que la majorité du monde m'ont cité, qui connaissent. Puis là, ce que j'essaye de véhiculer par rapport à Gonan, c'est oui, c'est proche, mais c'est contrairement, Takashi Miike montre souvent, ça devient ridicule. Il va traiter le sujet ou ce que ça va virer une caricature de ce que Oui, c'est. Contrairement. Takahiki, surtout à cette époque-là, je pense qu'il voulait, tu sais, il s'assurait quasiment d'avoir une scène anthologique du film au détriment, mettons, du reste du film. Ah ouais. S'assurait qu'une scène, les gens vont se souvenir du film, ça, puis le reste, il faisait beaucoup aussi de patchage, on s'entend, là, puis les films, ils n'étaient pas toujours inspirés non plus, puis ces films étaient souvent centrés pour une scène en particulier, je pense. Ouais. Je Ben, l'aime bien, là, quand même. Je pense qu'il a fait des bons films. Puis ben, à l'époque que Gonin était sorti, il n'était pas encore Fudo. Fudo est son premier déclin un peu international. Puis il est mais, sorti. mais si on compare Gonan, il traite tous les sujets avec une morosité puis un sérieux. Tout est hyper groundé. Les personnages qui sont plus grands que nature, plus psychotiques que ce soit possible, sont toujours traités avec un réalisme noir qui fait mal et qui est Ouais, captivant. le film est stylisé, mais c'est pas une genre de stylisation qu'on retrouve dans le cinéma contemporain d'action. Tu n'auras pas de personnage qui va se rouler à terre puis tirer deux balles, là, des trucs comme ça. La violence est sec, est super réaliste. Et genre, les personnages sont là, puis c'est ça. Donc, Oh oui, ça prend juste une balle pour tuer un homme dans ce film-là. Puis, Tepi Takeshi avec Sonatine et Biden Cop, ils avaient un peu amené cette espèce de personnage que genre, il va avoir, c'est comme des éclats de violence, mais comme ça finit aussi rapidement que ça a commencé. Là. ouais. C'est, vous allez voir si vous voyez la scène, mais c'est ça, c'est pas de trucs, il n'y a pas de glorification de violence. Non, vraiment pas. Puis personne n'est vraiment surhumain dans le film non plus. Fait que, tu lui donnes combien pour 5 à Gonan? Ben, je le sais, là, je pense qu'il a donné 5 là, mais Moi, je veux l'entendre. j'étais selon mes souvenirs, la première fois 4, entre 4 4 et demi. Là, je pense qu'aujourd'hui, je donne rarement un film 5 à une première écoute. Là. Je pense qu'avec le temps, je pense que ce film-là, pour moi, est vraiment un chef-d'œuvre du film de Yakuza, puis un chef-d'œuvre du Ouais. film. Moi, je suis d'accord, souvent, on va écouter un film, les affaires qui nous ont agacés sont tellement comme à vif, sont venues nous chercher, puis finalement, après un an ou après certain bout de temps, tu fais comme non, les choses que j'aime sont tellement plus belles que peu importe les petits détails qui m'ont agacé dans le film, qu'un bon film vieillit bien, puis Ouais, parce que je sais que ce film-là, je l'avais montré, la plupart des gens avaient aimé ça, même si ça avait été un peu déboussolé parce qu'ils voyaient un peu le genre de film, surtout à l'époque, peut-être fin des années 90 que je le montrais. Mais c'est un film aussi assez lent. Fait que, tu sais, c'est comme, je leur avais montré des films d'Hong Kong avant, mais tu sais, la dynamique, le montage, c'est pas du tout pareil. Là. C'est vraiment oh ouais, différent. Le cinéma c'est japonais aussi en général, à part si on tombe dans les films d'adaptation de manga ou quoi que ce soit, mais le cinéma japonais est beaucoup plus lent dans son rythme.
que le cinéma d'Hong Kong. Je sais que les gens, souvent, quand on parle de cinéma asiatique, ils pensent qu'on mélange toutes les affaires, là, mais chaque pays a quand même leur dynamique. Ben, souvent, ça va Leur être style. défini par des directeurs qui catalysent la culture à un certain moment. Puis, Le un cinéma direct... japonais, je pense qu'on va en parler beaucoup parce que, à travers les époques aussi, parce que c'est un cinéma très riche. Ouais. Il y a des grands auteurs, parmi si j'avais une liste peut-être de nommer les 50 meilleurs réalisateurs de tous les temps, non, Quentin Tarantino ne sera pas dans cette liste, mais je dirais qu'il y en a au moins, il y en a au moins pas loin de 10 qui seraient japonais. Tu sais. Je parle de toutes catégories confondues. On parle autant de cinéma familial et de Ozu que les films de. En tout cas, il y en a plein de cinéastes là. Ben ouais, ben garde, je cherchais des films de Noël à écouter, puis tu m'as fait découvrir un film de Noël japonais de Sono, puis qui est définitivement un des meilleurs films de Noël que j'ai jamais vu. Puis, Que j'ai encore checké cette année dans toutes les listes de genre Best Christmas Movie. Puis ce film-là, on ne le retrouve jamais. Fait que, en tout cas, bref. Voilà. Mais je pense qu'on va essayer de vous faire découvrir ou vous proposer, mettons, parce qu'on n'est pas sûr non plus que. Tu sais, c'est un film quand même Gonin, là. Si tu t'attends à un feel-good movie, tu ne l'auras pas, là. C'est pas ça qu'il va t'offrir. Mais non, si tu es ouvert à voir d'autres choses, d'autres films, je pense que, tu sais, je pense qu'on va essayer de vous. Puis il y a des films qu'on va essayer aussi qu'on n'a pas vu les deux, puis ça va être des découvertes, puis ça va être soit une bonne découverte ou une mauvaise découverte. mauvaise découverte, ouais, non, ça une fois de temps en temps, Ah Si tu ouvres ton horizon, tu ne te contentes pas de la nouveauté de Netflix de la semaine, de la nouveauté Amazon Prime, de la série Disney+, ou ces choses-là, puis tu es ouvert à trouver d'autres genres de films, je pense qu'on est là peut-être. ben, j'entends de plus en plus souvent autour de moi des personnes qui, pour découvrir des films, ont commencé à follower différents studios, comme on s'entend le Vinegar Syndrome qui publie à peu près n'importe quoi. Euh, c'est une façon, c'est quoi, c'est Arrow, je pense, qui aussi essaie d'aller Arrow, chercher des films. ils ont sorti, on pourra en reparler éventuellement, ils ont sorti la trilogie des Most Dangerous Games, puis en tout cas de films japonais qui étaient quand même assez durs à trouver. Là. Fait tu sais, à l'époque, on sait que le cinéma japonais, tu avais la série Lone Wolf and Cop qui était super genre culte, que tout le monde s'arrachait les bootlegs à cause que les Américains ils avaient condensé les deux, ils avaient fait un remontage des deux premiers épisodes. Ils avaient Shogun Assassin, moi je considère que c'est un bon Ah, film. oui, c'est quand même intéressant ce qu'ils ont fait. Mettons, si on compare mettons, au film de Jackie Chan, des fois, qui charcutait puis changeait Ouais, toute la trame sonore, mais Shogun Assassin, c'était comme une bonne manière de le vendre à l'époque, en 1980. ouais, ben j'ai été choqué. Pour ceux qui ne savent pas, Shogun Assassin, on en reparlera si ça donne, là, mais ils ont pris Lone Wolf and Cub, un des premiers mangas euh, qui parle de samouraï, c'est une télésérie en pu finir. Ils ont pris tous les épisodes, ils ont condensé ça en 1 heure et demie. Au lieu d'utiliser la musique d'époque folklorique japonaise, ils ont utilisé des beats de keyboard des années 80. Ça faisait Giorgio Moroder, mettons. Mais Ça, c'est, mais c'est tellement d'éléments que quelqu'un de sain d'esprit qui sait que c'est qu'il fait n'aurait pas fait normalement, que le fait que ça s'emboîte tout, tu regardes le film, c'est comme, ben oui, j'ai eu du fun à l'écouter, là. c'est ça. C'est ça. C'était quand même bien fait. Puis c'était une manière peut-être un peu de vendre, mais bon. Je ne sais pas pourquoi exactement. Il n'y avait pas les droits. Je ne sais pas. Je n'ai pas cherché. Je pas, mais je sais juste que ce film-là, Shogun Assassin, que moi, je pensais que c'était juste un film, tu sais, qui avait été tourné en anglais à l'époque. Je voyais juste des extraits de ce film-là, que le gars avec la paille, puis l'autre, il tranchait, puis là, il y avait le geyser de sang. Qui est typique au cinéma japonais, là, souvent des espèces de geysers d'éruption de sang, là, autant dans les séries B. Bon. Qui est des années 2000 avec le sang CGI, puis il en rajoute. Là. Mais à l'époque, dans ces films-là, où si vous voyez Lady Snowblood qui avait été présentée ici à Montréal, parce que nous, on est basés à Montréal, là, Ben, t'as Yojimbo t'as le t-shirt de Yojimbo, c'est dans Sanjuro qui pointe son katana puis qui le slash. C'est comme même Kurosawa utilisait ces geysers de sang-là.
Oui, c'est ça, ça a commencé dans les années 60, ben, après ça, ça s'est perpétué depuis les années. Ben, bref, ça fait partie de la culture, là, mais donc c'est ça. Fait que oui, j'ai Yojimbo, qui est quand même un chef-d'œuvre, qui a été quand même remaké. Tu sais, Léoné a commencé avec c'est quand même un remake de Yojimbo en partant. Donc, pour une poignée de dollars, il est un remake. Dans un autre Absolument. contexte, mais c'était quand même un remake. Puis les Américains aussi l'avaient refait avec Bruce Willis la semaine c'était les années 80. Oh, ouais, ça a été refait souvent, mais pour à la défense de Lyonnais, après que Kurosawa ait gagné en cours, il aurait dit c'est quand même un bon remake. Il a fermé sa gueule tout le long de la procédure, puis une fois qu'il a eu son chèque, ah, c'est un bon remake. Oui, mais c'est ça, il y en a des bons. Quand c'est déjà avoué que c'est un remake en partant, mais bon. Ouais. Tu sais, on pourra en reparler de moi, je suis pas vraiment un vrai fan de remake, là. Surtout, je questionne un peu souvent le processus de voir faire ça, là, souvent. Mais surtout les Américains qui souvent empêchent les gens de voir la version originale Ah, parce qu'ils achètent tout de suite les droits, puis là, ils cachent le film, puis après ça, ils essaient de nous le faire à croire que. Un autre exemple de ça récent, c'était le film de Guy Ritchie avec Jason Statham, c'est Wrath of Man. J'ai lu ok. trois quarts des reviews, puis les gens ne savent pas que c'est un remake d'un film français de Convoyeur, Calvaire du Monde. Donc, c'est juste ça, c'est comme pourquoi que c'est pas plus su, c'est un peu la- l'espèce d'attitude un peu de genre on fait à croire que Ben, je pense qu'on s'entend, c'est très capitaliste de s'ils achètent quelque chose puis ils veulent construire un branding autour, ils veulent pas dépenser de l'argent en marketing pour vendre quelque chose qui leur appartient pas. Mais il y a un manque de transparence puis d'honnêteté intellectuelle de la façon qu'ils font, hein. ouais. Mais surtout de ne pas rendre l'autre version plus accessible aux gens. Tu sais, pourquoi ne pas prendre le film parce qu'ils disent que les gens ne lisent pas les sous-titres, donc ils ne veulent pas voir des films en langue étrangère, mais ça, ils décident pour les gens. C'est un peu. Donc, Ouais, puis il y a des c'est médias toujours qui se un ramassent à problème. être oubliés. Ouais. Ouais, c'est toujours un problème avec les gens qui décident de qu'est-ce qu'on veut regarder, qu'est-ce qu'on. Tu sais, c'est comme. On va se proposer, on va se challenger, on va se proposer des films, on va essayer des trucs, on va peut-être voir, peut-être couvrir. Moi, je vois souvent des films en salle que je critique ailleurs aussi. Fait que, Ouais, il y a des donc, chances que ça s'entrecoupe. peut-être ça va s'entrecouper quand ça va peut-être rentrer dans notre créneau. Mais mettons que je pense que le créneau asiatique semble au Ouais, ouais, début. ça sera pas uniquement ça, là, mais tu sais, t'as mentionné tantôt, on est allé voir ensemble Night Swim. On n'aurait pas, on n'a pas assez de choses à dire sur Night Swim autre que écoutez pas Night Swim. On pourrait faire un épisode, mais en même temps, ça serait juste de critiquer le film. Puis, dans le temps, quand j'écrivais pour le journal Métro, je m'amusais souvent à détruire les films à Ah, l'époque. je trouve le film est tellement bland que je trouve on a déjà trop parlé. Qu'est-ce que tu veux dire de plus que ça? Détruire le film, c'est même pas y rendre justice. Non, je sais, c'est ça. Ben, c'est ça le problème avec ces films-là, c'est qu'ils sont trop plates, sont trop, sont trop moches pour genre s'attarder plus à ça. C'est comme c'est une idée, puis c'est un cours à la base, puis ça devrait être un cours, puis je pense qu'on dirait que c'est le fun que les gens puissent, je Ah veux non, dire, j'ai écouté le court-métrage de Night Swim et c'est un court-métrage dont 50% c'est de l'infographie puis le CV du gars qui l'a fait. on dirait que depuis ça, je pense que ça a été un des premiers exemples, là, je me trompe peut-être, mais a été un des premiers exemples que le gars il avait vendu l'idée qu'il avait fait un petit short, là, genre. Oh, ouais, un petit Qui était court-métrage. pas pris en film. Et depuis ce temps-là, il y en a plein, là. Oh, ouais. On dirait que si c'est pas des remakes, c'est des idées de court-métrage qu'on fait un film, mais souvent c'est juste une idée qui devrait être juste un meilleur, peut-être Ben, meilleur. je comprends que tu sais, le court-métrage, ça peut être un bon outil pour aller chercher du financement pour tes autres projets. Tu pognes ton court-métrage, c'est ta porte d'entrée dans différents cinémas, tu rencontres du monde, tu serres des mains, tu essaies de vendre ton projet. C'est correct. Moi, ce qui m'agace un peu, c'est qu'il y a une différence entre faire un court-métrage puis faire un vidéo que tu vas mettre dans ton portfolio.
il y a une différence entre les deux, puis malheureusement, ce qu'on voit de plus en plus, même en bande dessinée, même dans d'autres médias, c'est que c'est pas nécessairement les meilleurs artistes qui sont poussés de l'avant, c'est les personnes qui ont les meilleures capacités à se vendre sur Instagram, genre. Ouais, ouais, c'est ça. C'était notre bout de chialeux. C'est la dernière fois qu'on va être chialeux ever. Non. Je pense que Je on pense que chiale, on chiale beaucoup, mais on écoute beaucoup aussi, tu sais. ouais, on est ouvert aussi, puis n'hésitez pas si vous avez des suggestions, si vous voulez qu'on parle d'un film à un moment donné, ou un mouvement, un courant, whatever. On va essayer de se débrouiller, puis on m'offre ça. Ou Ah, vous direz, vous ne savez pas de quoi parler ou de quoi, mais bon, au moins, on va se faire essayer. Je pense que j'ai quand même une culture pas pire. Mettons, si tu me dis demain matin, parle-moi du cinéma africain, là, peut-être que je vais te dire un peu n'importe quoi. Mais sinon, en général, je pense que j'ai une bonne culture cinématographique des ah 50. ouais. Un peu Fait que, parler de tout. C'est sûr qu'il y a des cinémas que j'aime moins. J'aime moins le là, je parle, là, parce qu'en même temps, les gens, je pense que apprennent à me connaître. Mais tu sais, j'écoute pas tant de documentaires que ça. Je suis très, très puriste dans la manière d'aborder le documentaire. Je suis très cinéma direct. Je suis très genre que le documentaire fasse confiance au spectateur, pas que les images parlent d'elles-mêmes, puis que ben moi, je l'ai écouté beaucoup, parce que j'étudie en sciences politiques, fait que ça a été mon entrée dans le documentaire. Ben, ouais, j'ai pas encore fini de les écouter, mais Decline of Western Civilization sont le fun aussi à écouter. ils sont le fun aussi. C'est vrai que ça, c'est plus le mouvement, c'est vrai. Puis aussi, réussi quand même à avoir des artistes assez colorés, si je peux le dire. Puis, récemment, j'ai écouté White Riot, que je recommande aussi parce que les personnes qui ont participé activement au documentaire, c'est des infographistes qui faisaient des fanzines punk à l'époque, puis qu'après ça, ils ont créé beaucoup de spectacles punk contre le racisme, Rock Against Racism. Fait que le visuel est super intéressant, puis ben, justement, il parle du mouvement, puis ça, j'ai trouvé ça que c'est un bon documentaire. J'ai demandé à des amis qui sont pas punk, qui écoutent pas ce style de musique-là, puis ben, ils repartent dans le même sens que moi. Fait que j'étais à l'aise de le recommander aussi. Ok. Bon, ben, fait que, Fait que c'est ça qu'on a à dire sur Gonan. Écoutez des documentaires. en Mike Goulding, un film, de toute façon, on va parler probablement des autres Goulding, puis peut-être du reste de la carrière de Takeshi Ishii, un peu en dents de scie, le reste de sa carrière, mais dans ces années-là, maintenant, il était quand même très intéressant. All On right. se revoit la semaine prochaine, en tout Oui, oui, absolument. On va essayer de garder ça sur une base. cas.